Est-ce que vous le voyez? Oui, Ouais, c'est bon? Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler donc du volet social et sociétal. Cette partie est divisée en deux. Donc, il y a tout un chapitre sur le référentiel destination d'excellence, mais on a choisi de le diviser en deux parce que c'est une partie assez importante. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la première partie. Je voulais juste donc me présenter, mais je crois que c'est à peu près les mêmes personnes que la dernière fois, mais bon, je vais refaire un petit point quand même. Donc je m'appelle Marie Lépicier. J'ai créé mon entreprise il y a 2 ans qui s'appelle Yale in Tourisme. Je suis ancienne directrice d'office de tourisme pendant plus de 15 ans. J'ai fait différents offices avec différents statuts, différentes formes, enfin voilà. Le dernier était donc dans le Puy-de-Dôme, où je suis encore actuellement, qui était donc un office sur à peu près 100 communes. À la fin, donc il y avait 3 communautés de communes et donc labellisé qualité tourisme depuis longtemps. Voilà, donc j'ai toujours été dans le milieu, enfin toujours mis, comment dire, lancé les projets, les démarches qualité dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé. Ce qui fait que j'ai donc arrêté ce travail pour un choix personnel et j'ai créé donc mon entreprise pour devenir auditrice qualité et évaluatrice RSE également. Ce qui fait que je fais des accompagnements pour le nouveau label, donc Destination d'Excellence, des accompagnements en responsabilité sociétale, les audits Destination d'Excellence à destination des offices de tourisme uniquement. Je peux faire également des évaluations blanches pour le label Engagé RSE, qui est le label de l'AFNOR. Mais après, ça peut être pour d'autres labels également, puisqu'ils se ressemblent quand même. Et puis, je fais des formations et puis je crée aussi des outils clés en main pour certains offices qui en ont la demande, comme, je sais pas, créer un observatoire touristique, par exemple. Enfin, voilà, il y a plusieurs sujets qui sont demandés. Donc, voilà, c'est un peu à la carte. Donc, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, au programme, on va voir les attentes de la partie responsabilité sociétale des organisations. En second point, on va voir la partie sur les prestations sociales, quels sont donc les avantages pour les salariés. En troisième partie, là, on va axer plus sur la légalité, tout ce qui est politique, RH et puis gestion salariale. Et on va terminer par les questions-réponses. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez les poser dans le chat et puis on les reprendra à la fin. Mais bon, après, si vous avez vraiment quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous voulez plus un point de détail, n'hésitez pas à lever la main. Là, il y a les petites fonctions et puis ou à mettre un message en commentaire et puis voilà, que vous ne restiez pas bloqué sur un point en particulier. Voilà. Cette fois, on n'a pas eu le temps, enfin, on n'a pas pu vous demander quelles étaient vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, euh, j'ai opté pour, enfin, je me suis dit que ça devait être de toute façon en lien avec le référentiel destination d'excellence. Vous pouvez me confirmer que c'est bien ça? Oui, c'est bien en lien avec destination d'excellence par rapport aux critères qui sont donnés. Et puis, ben, si vous avez une autre demande, une autre attente, n'hésitez pas à en faire part maintenant, si possible. Vous pouvez ouvrir le micro aussi, hein, si vous voulez. Non, il n'y en a pas d'autres particulières non, non, Marie, c'est bien en lien avec Destination d'Excellence, hein. Oui, tout pour à tout le fait. monde. Mm, ok. Alors, on va attaquer si tout le monde est prêt. C'est tout bon? On est parti. Donc, la première partie, c'est sur le fait qu'on dise social ou sociétal. Donc, on parle de la responsabilité sociétale des organisations ou responsabilité sociétale des entreprises. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, le O vaut pour organisation, puisque la norme ISO 26000
qui date de 2010, parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, mais dans tout le texte, il parle d'organisation, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire les deux, c'est la même chose. Ça veut dire que cette responsabilité sociétale s'applique à tout type d'organisation, privée, publique, sous n'importe quel statut. Voilà, ça s'applique vraiment pour tout le monde. Alors, pour info aussi, parce que vous ne le savez peut-être pas, on parle de normes donc pour ISO 26000, mais en fait, c'est plus des lignes directrices, c'est-à-dire que ce n'est pas des critères qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, et il faut répondre pas comme le référentiel, en fait, destination d'excellence. C'est ce qu'on appelle des lignes directrices, donc ça vous donne des informations sur ce que vous pourriez faire, et ça donne les grands principes de ce qu'est la responsabilité sociétale des organisations. Autre info, ça c'est juste pour vous, hein, pour la petite histoire, c'est la norme qui a mis le plus de temps pour être rédigée, parce que c'est celle qui a réuni le plus de pays, le plus d'organisations internationales, et du coup ça a mis beaucoup de temps pour pouvoir la rédiger et la valider. Ça n'a pas encore été révisé, mais c'est possible que ce soit révisé prochainement. Et donc, si je vous en parle là, c'est parce que c'est vraiment la base de tout ce qui est sur la responsabilité sociétale, tous les labels, tout ça se base vraiment sur cette norme ISO 26000. Voilà. Mais je pense que vous en avez déjà entendu parler en étant en Normandie. Je pense que, voilà, vous avez déjà eu quelques messages dessus, mais bon, je vais quand même revenir sur certains points pour que tout soit bien clair et qu'on parte donc sur des bonnes bases. Et pourquoi je vous dis que c'est vraiment important la partie sociale ou sociétale donc, dans la RSE, parce que déjà, on part sur 7 principes. Les 7 principes de base sont ceux qui sont affichés là sur l'écran. La redevabilité, ça veut dire que quand vous faites quelque chose qui a un impact sur la société ou sur l'environnement, il faut que vous puissiez y répondre. Il faut que vous puissiez faire en sorte que si votre impact est négatif, qu'il devienne moins négatif, qu'il devienne plutôt positif. Le deuxième principe, c'est celui de la transparence. C'est-à-dire que vos décisions, votre activité, tout ce que les choix que vous faites, vous devez pouvoir les justifier, en fait, dire pourquoi vous avez choisi de faire telle activité ou prendre telle décision, même si ça a un impact sur la société et sur l'environnement, ou bien le prendre en compte. Le troisième principe, c'est le comportement éthique. Bon, alors dans éthique, on met derrière ce mot, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, mais l'éthique, là, derrière, on parle d'honnêteté, d'équité, d'intégrité. Voilà. Le quatrième principe, c'est la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Je ne reviens pas sur les parties prenantes, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, hein, c'est tout ce qui gravite autour de vous. Donc là, c'est bien prendre en compte en fait ce qu'elles demandent, quels sont leurs intérêts, et pouvoir répondre aussi à leurs intérêts, donc répondre à leurs souhaits aussi. Le cinquième principe, c'est de respecter le principe de l'égalité. Là, ça veut dire que personne, aucune organisation n'est au-dessus des lois et de la réglementation, aucune organisation privée comme aucun pouvoir public non plus n'est au-dessus des lois. Le sixième point, c'est la prise en compte des normes internationales de comportement. Là, ça veut dire qu'il ne faut pas être influencé pour pas respecter en fait les normes internationales, les lois, la réglementation. Faut bien pouvoir respecter la législation en matière humaine, notamment. Et le septième principe, c'est le respect des droits de l'homme. Donc, oui, ça sera. Je pense que ça parle de lui-même, ce principe-là. Hein. Respecter les droits de l'homme, c'est pareil, ne pas se sentir au-dessus, bien respecter l'importance de chaque humain et l'universalité aussi de chaque être humain.
Et puis ensuite, donc à partir de ces principes, en fait, c'est les 7 piliers de la responsabilité sociétale. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des questions centrales avec des domaines d'action, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Euh, ces 7 principes doivent être intégrés à chaque fois, en fait, dans chaque action qui sont faites, etc. Et vous voyez que sur tous ces principes, vous en avez beaucoup qui touchent, en fait, ça parle de l'humain à chaque fois. Hein. C'est donc la base. C'était là-dessus que je voulais donc mettre l'accent. Et au niveau aussi des définitions, euh, il y a une personne qui m'avait demandé il n'y a pas longtemps sur un challenge RSE quelle était la différence entre social et sociétal. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir. Euh, Ce qui est social, c'est un groupe en fait d'individus qui vont avoir des rapports entre eux. Donc c'est un groupe d'individus, d'accord? Et tout ce qui est société, bah, c'est l'ensemble des personnes qui forment tous ces individus et qui vont avoir des règles communes, qui vont avoir aussi des rapports durables, mais euh, c'est-à-dire ça peut regrouper plusieurs groupes d'individus. En anglais, en fait, c'est le mot social qui est utilisé. Et là, en fait, c'est dans l'anglais des affaires qui est relatif aux individus aussi et aux relations qu'il y a. Donc, c'est pour ça que finalement, il n'y a pas, en fait, dans la partie RSE, que ce soit qu'on dise social ou sociétal, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. On parle de responsabilité sociétale parce que ça concerne toute la société, mais dans tout le texte, ça de la norme, par exemple, ils vont parler de l'aspect social. Donc l'aspect social, c'est vraiment au niveau des individus, les relations entre individus. Maintenant, le lien entre donc cette norme ISO 26000 et destination d'excellence, donc le pilier sur l'éco-responsabilité, vous avez tous ces points là que vous voyez qui sont liés. Ce sont 6 points qui sont dans les questions centrales de la norme ISO 26000 sur 7. Vous en avez 6 qui sont liés à la partie humaine, sociale, et vous en avez un en fait dans la RSE, dans la norme ISO 26000 qui concerne l'environnement. Je vous le dis parce que souvent, on pense que la RSE, c'est beaucoup lié à l'environnement, mais en fait, vous voyez, vous avez les principes, vous avez les questions centrales qui sont vraiment liées à la société, aux échanges humains, aux relations entre les uns et les autres. Donc, c'est vraiment hyper important en responsabilité sociétale. Donc, vous avez dans cette norme une question qui porte sur la gouvernance de l'organisation, donc comment vous êtes organisé, qui pilote, au niveau de la direction, les choix sont pris. Vous avez un point également qui sont liés aux droits de l'homme, donc respecter les humains, etc. Vous en avez un autre sur les relations et les conditions de travail. Donc, que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de problème ou de conflit interne. Vous avez également la loyauté des pratiques. Donc là, bah, c'est pour bien respecter la loi et que tout ce qui est législation dans vos activités. Vous avez les questions relatives aux consommateurs où là, on retrouve pas mal la partie satisfaction. Donc vraiment plus le pilier qualité. L'ancien qualité tourisme, on va dire. Donc, les relations avec vos clients. Et puis, il y a la partie communauté et développement local qui est liée votre territoire, votre destination, comment vous vous intégrez, vous, qu'est-ce que vous faites au niveau ouais, de tout ce qui gravite autour de vous, des habitants, de la collectivité, des associations locales, etc. Voilà. Et donc, vous retrouvez ces points-là, finalement, dans le label, enfin, le référentiel destination d'excellence, notamment dans le volet social. Vous verrez qu'il y a plusieurs de ces points qui sont retrouvés. Hein. Est-ce que c'est clair là pour toute cette partie-là, pour vous?
Ouais. J'espère que c'est pas trop de redites, que vous l'aviez pas trop vu avant, mais bon, en même temps, ça fait pas de mal de reposer les bases. Ok, on continue. Donc, on va parler du deuxième point qui porte sur les prestations sociales, donc c'est-à-dire les avantages offerts aux salariés. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit tour chacun, les uns après les autres. Vous allez me dire quel, au moins un avantage que vous avez, vous, au sein de votre office de tourisme que vous proposez à vos salariés. Alors, hop, je vais arrêter le partage pour le moment, pour que je vous vois bien tous. Hop. Je vais faire dans l'ordre de ce que je vois. Ça vous va comme ça? Ouais, c'est bon pour vous? All right. Ouais, ok, c'est parti. Alors moi, je vois Nathalie Papouin en premier. Oui, donc chez nous, on a mis en place pour cette année le CNAS. Après, petit avantage qu'on a depuis longtemps qui fait référence à OTN, c'est le Pass Normandie. Alors, le Pass Et Normandie, voilà les deux c'est... premiers qui. Donc, c'est une carte qu'on offre à tous nos salariés, CDD, saisonniers et permanents, qui permet soit de découvrir le territoire avec des accès gratuits ou des tarifs préférentiels. Ok, très bien, merci. Après, j'ai J. Charuel. Je Oui, suis désolée, je oui, ne connais pas vos prénoms. oui, pas de souci. Bah, moi, c'est Justine à l'Office de tourisme Nouvelle-Normandie, donc dans l'Eure. Nous, donc, c'est pareil, on a aussi CNAS, on a Pass Accueil Normandie. Il y a aussi une Passe, pardon? prime, Passe. le Pass Accueil Normandie mis en place D'accord. par OTM. Et on a aussi un système de primes. Voilà. Après, c'est tout ce que je vois là comme ça. Ok, Après, on a des petits avantages, des fois. Comment on a des petits goodies qui peuvent être offerts, enfin, ce genre de choses. On a le pass aussi, notre pass du territoire qui est offert à chaque salarié, saisonnier, stagiaire. Voilà ce qui me vient aussi. Il y aura peut-être d'autres choses qui me viendront entre deux. oui, c'est pour ça qu'on fait un tour. Vous savez, Oui. merci. Merci. Alors, Justine Juani, Oté, comment la mère? Oui, bonjour. Nous, on va avoir la prime du 13e mois et on va avoir aussi des chèques cadeaux, chèques culture et chèques cadeaux. Alors, chèque culture, c'est pour la nouvelle année et les chèques cadeaux, c'est juste avant Noël. Donc, c'est les deux plus gros avantages, on va dire, monétaires qu'on va avoir par salarié. Ok, très bien. Et du coup, je suis aussi représentante CSE. Ok, Donc, je suis au courant de ce volet-là. très bien. Merci. L'OT de Forges-les-Eaux, vous êtes deux, donc je ne sais pas qui va parler. Bonjour. Bonjour. Nous, passe Normandie également. Tout le monde. Ensuite, tout ce qui est heure de récup, les salariés les crédits dans un tableau, ils peuvent les poser quand ils le souhaitent, c'est pas imposé. On a des RTT pour l'ensemble des collaborateurs, du télétravail pour certains en période d'hiver. Et puis, la prime de Noël qui est aussi un peu supérieure à celle qui est demandée légalement par la convention collective. Ok, très bien, merci. Ensuite, j'ai Griot Séverine. Je sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est tout bon. Je vais citer les avantages que mes collègues ont déjà cités précédemment. Je vais ajouter donc, on a eu un gros travail sur la gestion du temps de travail avec donc une plage horaire publique, mais après en fait au niveau donc du temps de travail, les salariés choisissent si elles veulent prendre plus tôt, si elles veulent réduire leur temps du midi pour s'adapter à leur temps personnel. D'accord.
Vous avez des plages fixes et Oui, après, sur le reste, ils peuvent moduler. tout à fait. On a des personnes qui prennent à 9 heures, d'autres qui prennent à 8 heures ou 8h30. Mais bien évidemment avec la partie ouverture publique fixe. Concernant donc les primes, c'est un peu compliqué, mais on en a, mais c'est très voilà, c'est avec des critères très très compliqués pour l'ensemble en fait des compétences de notre agglomération. Euh, et puis après, le télétravail aussi. Alors le télétravail, on l'avait mis uniquement pour la partie hivernale, mais avec une réflexion peut-être pareil avec la gestion du temps de travail, si on ne pourrait pas dégager parfois des demi-journées de télétravail. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait tout pour l'instant, c'est ce qui me vient. Merci. Floriane de Lotte-Trouville. Nous, on a aussi les mêmes avantages que d'autres OT précédents, notamment le Pass Accueil Normandie. On a aussi les tickets restaurants, ça n'a pas été mentionné, mais je pense que ça fait partie aussi des avantages qui peuvent être proposés aux salariés. On a le 13e mois et pareil, on a aussi eu un gros travail sur la gestion, l'aménagement du temps de travail au sein de l'Office de tourisme. Et on est passé cette année en annualisation et on est aussi passé à 6 semaines de congé par an. Ok. Très bien, merci. Ensuite, Céline Fourquet. Bonjour. Moi, je ne vais pas reciter ce que tout le monde a déjà cité, hein. Je pourrais peut-être ajouter les vêtements de travail pour les saisonniers, enfin, et les permanents également, évidemment, sur la période d'été et l'indemnité de lavage qui va avec, évidemment. Ok, merci. Noémie du Mont-Saint-Michel. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Un petit peu. Ah, alors je vais Un peut-être peu loin. un Ouais, peu loin. C'est mieux comme ça? Ah très oui. bien. Ok. Dans ce qui a déjà été cité, donc nous aussi on a le CNAS, les passes accueil Normandie, le télétravail, l'aménagement du temps de travail. Nous on est plutôt sur des semaines en 4 jours et demi pour pas mal de collaborateurs. La gratification de fin d'année qui est également un peu plus élevée que la convention collective. On est à 25% précisément au lieu des 17,5 demandés. Et dans les deux choses qui n'ont pas été citées, nous on a le compte épargne-temps qui a été mis en place en 2024. Et on a en cours une négociation pour que le personnel puisse avoir des avantages de réduction sur la boutique et la billetterie de l'OT. Et là, c'est notre équipe déléguée du personnel qui est en charge de mener les négociations. Merci. Aline Voilà. Brault. Oui, alors, de passer après tout le monde. En complément, nous, c'est pas des primes, mais parce qu'on est en collectivité, c'est un complément indemnitaire annuel. Après, moi, je me demandais, on a des véhicules de service, est-ce que ça peut faire partie d'avantages? On a des véhicules et 3 vélos électriques aussi. C'est bien pratique l'été pour circuler sur le secteur. Et puis après, voilà, on a aussi on a un chèque cadeau à Noël et puis tout ce qui est télétravail, ticket resto, CET. Et on est aussi en plage fixe et modulable pour les personnes sur les journées où elles ne sont pas à l'accueil. Ok, très bien, merci. Karen. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, je ne vais pas reciter parce qu'il y a déjà Oui. pas mal de choses qui ont été dites. Ah, on ne voit pas. C'est pire. Ce que je pourrais rajouter, moi, c'est l'acquisition de 4 véhicules de service pour que les équipes puissent se déplacer assez facilement sur le territoire. Ce sont des véhicules électriques. Donc ça, c'est très appréciable, hein. C'est vrai que pour se déplacer. Et nous, on a également aussi des prix préférentiels pour les salariés sur... en fait, j'exploite des équipements sportifs comme le tennis, la piscine, le golf. Et donc, le personnel a des tarifs préférentiels pour pouvoir accéder à ces différents types d'activités. D'accord.
Très bien. Merci. De rien. Jérôme, Bonjour. bonjour. Nous, donc pour le thé Donfleur, on a pas mal de choses qui ont été dites déjà, mais on a le CNAS, le Pass Accueil Normandie. On a les 6 jours de fractionnement qui sont offerts directement. Donc ça nous fait les 6 semaines de congés payés annuels. Et on a également la prime de fin d'année qui est de 40% au lieu des 17% légaux. Ok. Voilà, globalement. Et la souplesse, et aussi des horaires. On a une demi-heure de battement proposé le matin et le soir aussi sur les horaires du back-office. Oui, ok. Merci. Pauline, Bonjour, du coup, c'est l'occasion de vous dire bonjour à tous. Jérôme vient de parler, en fait, on est tous les deux vous êtes connectés pour, voilà, ok, pour le le- même office. voilà, Très exactement. bien. Merci. Laetitia, Bonjour, moi je vais pas répéter parce qu'en fait tout a été dit. ok. À Granville, voilà, on a le CNAS, le PAN, le 13e mois, le télétravail, la gestion du temps de travail, les tickets restaurants, la possibilité également pour nos salariés de faire leur semaine sur 4 jours et demi. Le télétravail maximum 2 jours par semaine et réduction sur les produits boutiques également, comme l'hôtel du Mont-Saint-Michel. Voilà. Ok, merci. Pauline a déjà fait. Ça se décale des fois alors. Oups. Mathilde Leclerc. Bonjour. Bonjour. Donc nous, à l'Office de Dieppe, on a déjà pas mal de choses qui ont été citées, mais dans ce qui n'a pas été cité, on a une épargne salariale qui est possible de mettre en place pour les salariés qui le souhaitent. Du fait qu'on a les CET, donc les jours du CET peuvent être reportés sur une épargne salariale. Et on a la prise en charge de la mutuelle à 80% pour le salarié, mais aussi tous les membres de sa famille qui souhaitent souscrire. D'accord. Merci. Euh, Floriane. Non, on a fait, Floriane. Maude. Carnet. Bonjour, du coup, moi, c'est le même office de tourisme que Noémie, office de tourisme en Saint-Michel-Normandie. Ok. Je rajouterais juste peut-être l'adhésion à l'amicale du personnel de la communauté d'agglo qui nous donne des réductions sur des activités sportives ou des voyages. Ok, merci. Et Alençon Tourisme avec Ludivine. Oui, bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi, j'ai un petit souci de caméra, un petit souci de connexion de caméra. Du coup, nous, on a donc le Pass Accueil Normandie, on a mis en place aussi le 13e mois en 2016, l'adhésion au CNAS aussi également. On a également une mutuelle, donc la mutuelle Generali, qui est un peu plus avantageuse en termes de tarifs que ce qui avait été préconisé sur le réseau. On a aussi donc le télétravail, le compte épargne-temps, on a aussi les 10% sur les tarifs boutiques. Et on a aussi souscrit à un programme avec notre assureur Generali, c'est un programme gratuit qui s'appelle, en fait, c'est un programme qui s'appelle Generali Vitality et ça permet en fait aux salariés de gagner des points sur une application dédiée en fonction comment dire, des mises en place au quotidien de leur pratique de bien-être, du sport, ce genre de choses. Ils gagnent des points en fonction de ça en fait et après ça a le droit à des réductions sur des choses ou des chèques cadeaux, des choses comme ça. Voilà. D'accord, c'est sur un réseau du coup qui est proposé par qui travaille En avec fait, Generali. voilà, c'est ça. C'est notre assureur Generali qui a un programme qui s'appelle Generali Vitality et c'est entièrement gratuit. Après, il y a une application dédiée où on collecte les points pour obtenir des avantages assez sympathiques, quoi. Voilà. D'accord. Juste peut-être pour compléter, Laetitia à Granville, je ne sais pas si ça a été validé par votre CODIR, mais tu peux peut-être toucher 2 mots sur ce dont on avait parlé au séminaire des directeurs sur les congés gynécologiques. Alors, je l'ai passé en bureau mardi, donc je le passe en comité de direction la semaine prochaine. Mais le bureau a validé la mise en place en effet des congés gynécologiques, donc à savoir 13 jours annuels pour les salariés et eux, du coup, ES, en fait, qui ont des problèmes d'endométriose, des règles douloureuses ou voilà.
13 jours annuels, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde, là. Ouais. Donc, comme j'ai pris des notes, je vous le mets dans le chat, en fait, tout ce que vous avez dit. Voilà. Vous voyez que ça fait beaucoup. C'est bien parce que vous avez différentes, pardon, vous avez des choses qui sont différentes en fait d'une structure à l'autre. Donc c'est super, c'est super. Alors du côté, est-ce que ça va marcher? Oups, ouais. Du côté du référentiel, vous revoyez bien mon écran, hein? C'est bon? Parce que là je suis partie, mais Oui. ouais, c'est bon, ok. Donc, du côté du référentiel, là, on va parler des critères 145, 146, 153 et 155, puisque le 145 parle de l'établissement qui propose à son personnel ou ses saisonniers des prestations sociales allant au-delà de la réglementation applicable, telles que repas ou chèque repas, fourniture de vêtements de travail ou uniforme, possibilité de jours de congé consécutifs, congé de formation, communication de planning un mois à l'avance, chèque vacances, hébergement sur place ou facilité grâce au partenariat avec les collectivités territoriales, maintien de la mutuelle hors saison pour les saisonniers. Alors, dans tout ce que vous m'avez dit, il y a peut-être des choses là, en lisant ça, dans ce que je vous dis, vous avez dit, ah oui, tiens, en fait, ça en fait partie aussi. Donc, vous voyez, bon, là, il donne des exemples, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous m'avez donné en fait partie également. Mais voilà, ça vous donne quelques exemples. Donc ça, c'est noté dans le référentiel. Ensuite, vous avez le critère 146 qui dit l'établissement propose à son personnel des dispositions limitant les risques professionnels allant au-delà de la réglementation applicable, tels que équipement limitant les risques liés au transport de charge, prévention des troubles musculo-squelettiques ou du mal de dos. Bon, après, c'est pas pour les offices de tourisme, hein, c'est un référentiel qui est valable pour toutes les activités touristiques. Donc, il y a la limitation des risques liés à l'essuyage à la main. Bon, ça, je pense que vous en moquez un peu. Ou l'utilisation de couteaux, ça doit pas être souvent non plus chez vous. Donc, on va passer là-dessus. Formation non obligatoire en matière de prévention des risques professionnels, risques chimiques, risques électriques, sauveteurs, secouristes, gestes et postures, etc. Vous, ça va plutôt être sur les gestes et postures d'ailleurs. Vous pouvez, donc là, par exemple, ça va être pour vous, donc c'est tout ce qui est posture devant un ordinateur, parce que c'est des métiers où on est souvent derrière un ordinateur, et puis ça va être tout ce qui est port de charge, mettre à disposition du matériel, comme comment ça s'appelle là, les petits chariots là, vous voyez je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. Les diables. Les diables, merci. Donc tout ce qui est diable, bon, ça dépend de comment c'est structuré pour vous au niveau de vos lieux de stockage et puis pour le réapprovisionnement après dans vos bureaux, si c'est au même endroit ou pas. Mais ce que vous pouvez faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de mettre en place des formations pour votre personnel, notamment avec la médecine du travail. Ou si la médecine de travail ne le fait pas, avec par exemple un ergothérapeute, faire des formations sur les postures, comment porter les charges, etc. Il y a des formations qui se font. Ça peut être aussi, par exemple, le médecin du travail qui passe dans vos locaux et qui voit un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, qui peut vous donner des conseils. Voilà. Ça se fait dans certaines structures. Au niveau de la Normandie, je ne sais pas trop. Au niveau de vos départements, je ne sais pas comment ça se passe, si vous avez cette possibilité-là ou pas, mais renseignez-vous en tout cas auprès de la médecine du travail, savoir si vous pouvez avoir des conseils et des formations en matière de gestes et postures. Vous avez également donc le critère 153 qui est pour avoir des tarifs préférentiels, un partenariat avoir des hébergements qui sont proposés aux saisonniers. Donc là, vous pouvez donc avoir des tarifs préférentiels pour vos saisonniers sur, je sais pas moi, si vous avez un foyer de jeunes travailleurs,
S'il y a des hébergements qui sont gérés par la collectivité, votre collectivité de tutelle ou la collectivité où vous avez le bureau où le saisonnier va travailler, essayez d'avoir donc des avantages avec ces hébergements ou un partenariat avec eux, voilà, qui est possible de faire. Et vous avez le critère 155 qui est l'Office de tourisme met en place des actions relatives à l'aménagement du temps de travail. Donc ça, on en a déjà parlé, enfin, vous l'avez cité tout à l'heure là dans ce que vous avez dit avec la partie télétravail, les horaires sur le back-office, le avant ou le après. C'est aussi penser au niveau du télétravail de mettre à disposition du matériel pour qu'ils puissent se connecter, qu'ils puissent donc un ordinateur portable pour pouvoir travailler, ça peut être le téléphone, et puis donc avoir accès aux dossiers même à distance. Et puis tout ce qui est donc aménagement du temps de travail, et puis les prises de congés aussi. Ça rentre dedans dans les aménagements du temps, les congés des uns et des autres. Quel est l'arrangement entre les salariés pour prendre des congés? Un petit conseil par rapport à tous ces critères, faites-vous une liste, et comme un peu ce qu'on a fait là tout à l'heure, donc vous pourrez la compléter, faites-vous une liste de tous ces avantages que vous avez, vous, au sein de votre office de tourisme, tout ce qui est déjà acquis depuis longtemps, pour vous, ça peut sembler un petit peu normal de l'avoir, mais peut-être pas forcément. Revenez bien sur tous les acquis que vous avez et tous les avantages qui sont offerts ou sur lesquels vous travaillez actuellement, qui vont bientôt donc être offerts. Faites-vous cette liste-là, vous en aurez besoin, vous verrez pour après. Donc, vous pouvez déjà reprendre ce que je vous ai mis dans les commentaires et puis compléter par la suite. Et faire la liste, c'est bien, mais c'est aussi important de la partager aux salariés parce que très souvent, on se rend compte dans les accompagnements RSE que, en effet, les responsables RH, les directions, etc., sont bien informés de tout ça, mais que parfois le personnel soit oublie ses avantages ou n'en a pas forcément l'information parce qu'il est nouveau, etc. Donc, de les repartager régulièrement aussi, ça peut être pas mal. De toute façon, on va voir après au niveau des documents ce qu'il faudra. Alors, au niveau de la réglementation, parce que du coup, vous avez compris qu'il faut bien respecter la réglementation, vous pouvez donc vous appuyer sur la convention collective des organismes de tourisme et vous avez également le Code du travail. Je vous ai mis quelques articles là sur les différents points. Vous pouvez vous y référencer si vous ne les avez pas en tête pour pouvoir être au moins dans les clous par rapport à tout ça. Vous avez donc dans la convention collective des organismes de tourisme l'article 3 sur les avantages acquis. Tout ce qui a été acquis depuis longtemps, ça reste. Vous avez tout ce qui est prévoyance sur la convention collective également, avec les articles 22 et 23, mais ça, je pense que vous le savez également, sachant que il y a également, en fait, ils font référence à l'accord numéro 41 du 30 août 2023 pour toute la partie prévoyance. Et puis, bien sûr, il faut vous tenir informé des modifications après mutuelles, les accords que passe ADN Tourisme avec les mutuelles, pour bien être à jour sur la partie prévoyance. Vous avez donc les congés sur la convention collective aux articles 24 et 28. Vous avez la partie formation, là, qui fait tout un chapitre, le chapitre 10 de la convention collective. Ça parle de la formation continue, quels salariés sont concernés par la partie de formation. Ça parle aussi des entretiens professionnels. Vous savez qu'il faut faire tous les 2 ans. De la formation individuelle, des formations collectives, etc. Enfin, ça englobe pas mal de points dans la convention collective sur la formation. Et puis, par rapport au repos, aux obligations sur le repos, vous avez la convention collective qui en parle dans l'article 16, et vous avez également le Code du travail dans des articles qui vous disent qu'il faut au minimum 24 heures de repos par semaine et que c'est 6 jours maximum de travail. Ça, c'est le Code du travail. Et bien sûr, ce qui est compliqué, on sait, pour les structures touristiques, c'est
pour faire les plannings, notamment pendant les périodes, les périodes de haute saison, faire les plannings en mettant les 2 jours consécutifs de repos. Et puis, vous avez tout ce qui est dit avantages divers dans le Code du travail aux articles 32-51 et jusqu'à 32-55-11. Et vous avez les risques aussi. Tous les risques, là, ça fait toute une partie qui s'appelle santé et sécurité au travail dans le Code du travail. Vous avez donc des articles 4111 à 4231. Hein, ça en fait beaucoup. Mais vous pouvez y jeter un petit coup d'œil quand même pour voir ce que vous pouvez faire et mettre en place par rapport aux risques. Hein, quelles sont vos obligations? C'est vrai que souvent on se base que sur la convention collective en fait, parce qu'elle est déjà bien fournie, il y a déjà pas mal d'éléments, mais par défaut, tout ce qu'il n'y a pas dans la convention collective, il faut se baser sur le Code du travail. Donc, bien penser à aller jeter un œil de temps en temps sur ce Code du travail pour être bien dans les clous. Donc, pour répondre au référentiel destination d'excellence, ce qui est demandé, c'est une pour pas mal de points, c'est l'attestation du dirigeant. Donc, dans cette attestation, disons que c'est au minimum l'attestation du dirigeant. Après, ça peut être d'autres documents. Des documents comme le règlement intérieur. Vous pouvez mettre des points, donc comme ce que disait Romane, en fait, pour pouvoir rappeler aussi tous les avantages qui sont offerts. Vous pouvez le mettre dans le règlement intérieur, mais vous pouvez le mettre aussi, par exemple, dans le livret d'accueil. Il faut que ce soit noté dans au moins un document et donc auquel les salariés auraient accès, pour que tout le monde soit informé des avantages et de ce qui est mis en place au sein de votre organisation, qui est donc une égalité finalement entre les uns et les autres, qu'il n'y en ait pas qui soient favorisés par rapport à d'autres, parce que les autres ne savaient pas, par exemple. Bref, dans cette attestation du dirigeant, il faut bien noter quels avantages sont accordés, donc sous quelle forme ils sont accordés et à qui ils sont accordés. Est-ce que c'est à tout le monde? Est-ce que c'est aux saisonniers? Est-ce que c'est aux alternants? Est-ce que c'est, je sais pas, enfin, voyez, il faut bien pouvoir préciser tout ça. Est-ce que c'est à tout le monde aussi? Il faut le préciser. Dans cette attestation, vous pouvez également noter comment vous gérez la partie ressources humaines au niveau des plannings, des congés, des récup, des repos, du télétravail, voilà, tous ces points, aménagement du temps de travail, etc. Tout ça, vous faudrez le noter également dans cette attestation ou règlement intérieur ou livret d'accueil, ou les 3 d'ailleurs. Et puis la gestion des risques. Donc là, il faut pouvoir mettre aussi un point. Qu'est-ce que vous faites pour éviter les risques de blessures au sein du travail? Est-ce que ça va être donc une formation, dans ce que je vous disais tout à l'heure? Est-ce que c'est et si c'est une formation, vous la faites tous les combien de temps? Est-ce que c'est pour tous les nouveaux arrivants? Est-ce que, enfin voilà, et précisez vraiment comment vous faites au niveau de cette gestion des risques. Voilà pour la partie des avantages aux salariés. Est-ce que c'est tout bon là pour vous? Ouais. De toute façon, vous notez vos questions dans le chat là si vous en avez au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de point de blocage en tout cas là tout de suite. Vous ouvrez votre micro, sinon vous dites. Il faut pas hésiter. C'est tout bon? Ok. On continue. Donc là, c'est sur la partie égalité. Donc la politique et la politique salariale en fait et la gestion salariale. Donc du côté du référentiel. Du côté du référentiel, ça va être les critères de 147 à 149. 147 qui dit « L'établissement a mis en place des actions concrètes en matière d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et le harcèlement. » Donc, ils mettent entre parenthèses règlement intérieur, livret d'accueil, affichage, état des lieux, égalité femmes-hommes. Donc, vous voyez, c'est donc pareil, les documents dont je venais de vous parler, hein, notamment règlement intérieur et livret d'accueil.
L'affichage, c'est pour de la prévention sur les discriminations et le harcèlement, si vous en avez dans votre structure. Et l'état des lieux, égalité femmes-hommes, ça va être plus dans vos indicateurs sociaux qu'on va pouvoir retrouver ça. Le critère 148 dit « À poste équivalent entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence de rémunération ni d'accès à la promotion ou à la formation. » Donc, c'est égalité, que ce soit femmes et hommes. Et le 149 dit « L'établissement est engagé dans une politique d'insertion, donc apprentissage, retour à l'emploi, et mène des actions d'aide aux personnes en difficulté, comme les ESAT, économie sociale et solidaire. » Ça, c'est ce que dit le référentiel. Toujours, je reviens sur la partie réglementation. Dans le Code du travail, vous retrouvez 3 points. Le premier point, ça va être sur la discrimination. Vous avez tout un titre, en fait, dans le premier livre, le titre 3, il y a un article qui parle des discriminations, comme quoi vous ne devez pas faire de discrimination au sein de votre établissement, sous peine de, je ne sais plus combien c'est l'amende. Voilà. Vous avez aussi un point sur la rémunération qui parle d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a tout un point sur la rémunération dans le Code du travail à l'article 1142-8. Et vous avez un autre point sur tout ce qui est harcèlement moral et sexuel dans les articles 1151.1 à l'article 1155-2 dans le Code du travail. Donc là, ce n'est pas repris dans la convention collective, mais vous retrouvez tous les points légaux dans le Code du travail. Donc ça veut dire que c'est la base. Hein. Donc vous pourrez vous y reporter, vous verrez. D'ailleurs, on va faire un petit jeu encore, là, un petit tour d'écran. Pour savoir, d'après vous, j'arrête le partage, d'après vous, quels sont les groupes vulnérables qui peuvent être discriminés selon ce qui est noté, en tout cas dans la norme ISO 26000. D'après vous, quels sont les... Chacun va me faire une proposition de groupes vulnérables. Donc des personnes et des cas auxquels il faut faire attention. On fait un petit tour d'écran, ça vous va? Je vais commencer par la fin, là. Alors moi, je vois donc Ludivine de Alençon Tourisme. C'est pas facile de commencer, hein? Non, c'est pas facile, effectivement, on ne serait pas inspiré tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait faire partie des personnes discriminées? Quel groupe, parce qu'on ne va pas dire par personne, donc quel type d'individu, en fait, quelles caractéristiques auraient ces individus communes? En fait, nous, on est une ville sanctuaire, donc je pense tout de suite forcément à la religion, où ça peut être un critère discriminant en fonction de qui on a en face de soi. C'est terrible à dire, mais bon, c'est la réalité des choses. Mais ça en fait partie, en effet. Voilà, donc je pense à ça pour le coup. Ouais, le choix religieux, ouais, la religion en fait partie. Merci Ludivine. Et c'est pas évident celui-là. C'est très bien. Merci. Mathilde Leclerc. Tout ce qui est handicap de façon générale. Ouais. Tout à fait. Que ce soit côté salarié, mais aussi côté visiteur, pour le coup. Ouais. Après, j'ai Jérôme. Je sais pas si... Tout ce qui concerne l'orientation sexuelle, notamment. Oui, tout à fait. Maude. Je dirais les personnes d'origine étrangère. Ouais, très bien. En même temps, c'est possible de le faire aussi, hein, parce que là, vous pouvez chacun avoir une idée différente. J'allais dire la même chose que Maud, on est synchro dans l'équipe. On a 3 salariés d'origine étrangère et qui des fois subissent des discriminations au guichet. Ouais. C'est vrai? Sur leur accent. Ah, d'accord. Donc Maud, je pense qu'on parle des mêmes personnes. Exactement. Donc vous savez bien du coup de quoi on parle alors. Oui. Ok, bon, Laetitia.
Alors là, comme ça, oui, moi aussi, parce là, on a recruté en fait une saisonnière qui, en effet, est d'origine étrangère. Donc, elle nous a fait part, en effet, il y a des touristes qui sont venus lui poser des questions, mais apparemment, c'était malveillant sur l'origine de son accent. Sinon, bah oui, moi je pensais aussi au handicap, alors pas que physique aussi, mais psychologique avec des troubles autistiques. Parce que voilà, on a également une personne qui a des comportements voilà, avec des troubles autistiques. Et donc voilà, je pense à... Ouais, tout à fait. Ça en fait partie aussi, ouais. Ouais. Très bien. Merci. Aline, Je pensais à la couleur de la peau. ouais, oui, ça en fait partie aussi, oui. Pauline, une idée? Ben, moi, j'allais répondre exactement comme Aline, en lien avec la couleur de peau. Ok. Romane, si tu veux jouer. Je crois qu'il y a un motif de discrimination sur le lieu de résidence aussi, en fonction des quartiers, par exemple, ce genre de choses qui peuvent Ouais, être, tout à fait. Tout à fait. Floriane, Pas facile. Il y en a déjà beaucoup qui sont passés. Euh, Là, j'ai pas trop d'idées. Après, ça nous est déjà arrivé d'avoir des discriminations sur des familles avec des enfants en bas âge, mais pas forcément, enfin, dans des lieux comme des restaurants, par exemple, où il y a la poussette, ça peut être gênant, les enfants qui crient, voilà. Ça, je ouais, sais. ouais. Les enfants font partie, en effet, des groupes vulnérables. Céline Fourquet, Je dirais les seniors. ouais. Personne âgée, oui. Très bien. Marie-Flo, c'est bien moins évident hein, quand même, hein, là. Hein. Bah, moi, je dirais sur l'apparence physique, que tu un style vestimentaire ou que sais-je, enfin, c'est ce qui me viendrait. Ou une Oui, coupe de cheveux, ou une couleur de cheveux, enfin. ouais, tout à fait. Séverine, Je dirais tout simplement d'être une femme. Et alors, si on est jeune femme, devant certains publics, ça peut être effectivement je difficile. pensais que vous alliez pas le dire alors qu'il y a pratiquement que des filles. Mais oui, on fait partie, les femmes et jeunes filles font partie des groupes vulnérables, en effet. Et à Forges-les-Eaux, est-ce que vous avez une autre idée? Peut-être pour reprendre un peu l'aspect physique sur des personnes qui seraient en obésité, l'obésité n'est pas toujours bien vue, surtout quand le personnel est à l'accueil. On a toujours une image standard de la personne qui doit être là ou pas. Ouais. Et du coup, voilà, sur l'aspect physique de manière générale, même un physique disgracieux qui, pour certains, pourrait être considéré comme non. Enfin, voilà. Nous, on a Mm. vécu qui, il y a très longtemps, faisaient des remarques sur ce genre de choses, quoi. Pour eux, la personne à l'accueil, c'était la personne standard. Ouais, Si on sortait de la norme, c'était pas une personne faite pour l'accueil. Voilà. tout à fait. Très choquant. Bon, c'était il y a une vingtaine d'années, mais c'était la réalité quand même. Mm. Ah, moi, je l'ai eu il y a même pas une vingtaine d'années, hein, ce genre de remarque. Hein, donc, enfin, pas pour moi, mais pour une personne qui était à l'accueil. Ouais. C'est vrai. Justine, une idée? Ah oui, il y a deux Justine. Ah, pardon. Alors, ouais, non, mais c'est pas grave. Justine, Nouvelle-Normandie. Je sais pas, pour moi, tout le monde, hein, parce que, enfin, si la tête revient pas, après, ça se commande pas, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, tout le monde, enfin, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Tout le monde peut être source de discrimination, en fait, qu'on soit beau, moche. Enfin, moi, c'est une question que je trouve toujours un peu bizarre, parce que pour moi, il n'y a pas un groupe plus qu'un autre, c'est vraiment Ouais. au feeling, quoi. Donc, je sais pas. Et pourtant, il y en a quand même. Bah oui, Oui. pour tout le monde, ouais, pour moi. Mais Tout c'est très humain peut bien. être source de discrimination. Voilà. C'est très bien. Voilà. Alors, l'autre Justine, Ça va être aussi surtout sur l'aspect un peu physique, tout ce qui va être hygiène, odeur. Nous, ça nous arrive d'en avoir à l'accueil. Et
C'est pas toujours facile à gérer. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Et Nathalie? Alors, j'allais dire l'hygiène parce que tout a été dit, mais en fait, au-delà de l'hygiène, nous, on a les problèmes de peau d'une collègue. Voilà, il y a du psoriasis très prononcé et ça peut être interprété comme un problème d'hygiène qui n'est pas. D'accord, oui. Oui. Alors, c'est vrai que tout ce qui est maladie en fait partie également, notamment les personnes séropositives ou autres maladies comme ça en font partie des groupes vulnérables. Il y a aussi les personnes pauvres, qui n'ont pas beaucoup de revenus. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Je cherche, mais en fait, vous avez à peu près tout dit. Si les personnes illettrées aussi font partie des groupes vulnérables. Mais sinon, vous avez à peu près tout dit. C'est très bien, vous avez fait le tour parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et bon, après, il y en a un, mais on n'est pas trop concernés, nous, notamment en Normandie, vous n'êtes pas trop concernés, c'est les personnes, les populations autochtones. Hein, il n'y en a pas trop, mais voilà. Donc, vous avez moins ce cadre-là. Donc, oui, dans les groupes vulnérables, vous avez les femmes, les jeunes filles, les personnes en situation de handicap, les enfants. Je reprends la norme en même temps. Les migrants, les travailleurs migrants et leurs familles aussi. Les personnes ayant fait l'objet d'une discrimination sur la base de leur origine, pareil sur la base de leur race, et donc les personnes âgées, les personnes déplacées, les pauvres, les personnes illettrées, séropositives ou vivant avec le VIH, les minorités et les groupes religieux, tout ça font partie des groupes vulnérables. Voilà. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui voient pas, qui pensent pas à certains groupes vulnérables. Je vais reprendre la projection. Hop, vous devez voir là. C'est bon? Ok. Alors, ça veut plus, si ça veut bien. Donc, par rapport à la partie égalité entre tout le monde, que ce soit homme, femme ou personnes dites discriminées ou pas. Donc, les points sur lesquels vous devez bien faire attention, c'est donc la discrimination et le harcèlement. Bien veiller à ce que vous mettiez en place des actions pour qu'il n'y ait pas de discrimination et pas de harcèlement. Et que vous ayez une surveillance pour voir s'il y en a ou pas. Que vous ayez également une politique d'insertion. Politique d'insertion, c'est qu'est-ce que vous faites pour, au niveau de votre communauté, j'en reviens un petit peu au début, au niveau de votre communauté, des habitants, des personnes qui vivent autour de vous, qu'est-ce que vous faites pour insérer des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi ou des personnes qui ont un handicap et qui du coup ne trouvent pas d'emploi, etc. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre politique en matière d'insertion? Est-ce que vous travaillez avec la mission locale? Est-ce que vous travaillez avec un ESAT, avec une association d'économie sociale et solidaire, etc. Hein. Tout ça, faut le noter, hein, tout ce que je vous dis. Faut le noter, je veux dire, dans un document après, mais on va revoir sur les documents. Vous avez tout ce qui est rémunération et primes aussi, donc bien que ce soit bien égal entre hommes et femmes, notamment sur la rémunération, parce qu'il reste quand même un gros delta que moi je trouve encore très important entre les femmes et les hommes sur la rémunération. Et les primes, comment donc vous les appliquez et que ce soit bien égal entre tous. Il faut que vous ayez donc un règlement intérieur qui indique un petit peu tout votre fonctionnement interne et ce à quoi chacun a droit. Et puis faire que ce soit égal aussi au niveau du temps de formation, comme ce soit égal au niveau des congés, par exemple. Voilà. Tous ces points-là, il faut bien penser à ce qui ça ne puisse pas en fait créer non plus de conflits, vous, en interne, et bien respecter, faire en sorte que tout le monde soit au même niveau. Au niveau des documents qui peuvent vous être demandés dans le cadre d'un audit destination d'excellence, donc vous avez l'attestation du dirigeant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, en notant donc tout bien. Alors ça peut être l'attestation du dirigeant au moins et complétée avec le livret d'accueil et règlement intérieur. Vous avez, on peut vous demander des contrats de travail pour voir différents contrats de travail sur différents types de postes, cadre ou pas cadre, saisonniers, etc. Pour voir un petit peu comment ils sont faits. Il y a également les fiches de poste.
Là, on va regarder la rémunération, le temps de travail, etc., les responsabilités, savoir si ça correspond bien aussi à la convention collective. Les plannings, on peut vous demander des plannings sur plusieurs mois. Pareil, pour voir la gestion des congés, pour voir les repos, comment ils sont accordés, si vous respectez bien les 2 jours consécutifs, etc. On va vous demander également les indicateurs de suivi de la performance sociale. Là, c'est tous vos indicateurs que vous allez prendre mais ça, on va le voir aussi la prochaine fois, ça. Tout ce que vous allez prendre pour voir si c'est bien égal, du coup, en interne. Et donc, le livret d'accueil règlement intérieur, je vous en ai déjà parlé. Et puis, également, un dernier document qu'on peut vous demander, si vous en avez un et si c'est formalisé, dans un document à part, je veux dire, c'est votre politique d'insertion. Je ne sais pas si vous le faites valider, par exemple, au conseil d'administration ou en CODIR, on va vous demander de ce type de document aussi pour voir ce que vous faites dans cette matière-là. Ça, c'est pour répondre aux critères qu'on a vus donc aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. Sur le critère d'égalité homme-femme. Oui. Si je prends l'exemple à Deauville, Deauville de l'équipe accueil, elle est 100% féminine, y compris encore cette saison. Et au total de l'entreprise, il doit y avoir 3 hommes, si j'en oublie pas. Si je reste sur la partie accueil, il n'y a pas d'hommes. Comment on justifie notre engagement d'égalité homme-femme et vu le pourcentage d'hommes-femmes, comment c'est pris en compte par l'auditeur? Faudra expliquer peut-être pourquoi il n'y a pas d'hommes. Ils vous fuient. Non, ils n'ont pas le profil. Qu'est-ce qui fait que vous ne recrutez pas d'hommes? Sur les entretiens, du coup, ça peut être creusé par rapport aux entretiens et aux candidatures que vous avez reçues. Qu'est-ce qui fait que vous prenez que des femmes? Oui, alors après, si là-dessus, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui met en défaut l'entreprise, puisque c'est le cas, hein. Je vois pas bien comment on peut justifier de ce critère d'égalité homme-femme, en fait. Parce que si on prend les salaires, enfin l'égalité salariale, on va pas être sur les mêmes postes, par exemple, les hommes qui sont dans l'entreprise et tout le reste des femmes. Enfin, on n'est pas sur les mêmes missions, on n'est pas sur les mêmes fiches de poste. Donc, partant de là, j'ai du mal à voir En comment fait, je peux c'est traiter ce quand on parle critère-là. de la rémunération, c'est à poste équivalent Bah et à oui, compétence équivalente. bah oui. Il faut que ce soit la même rémunération. Après, vous avez l'histoire de l'ancienneté, etc., qui joue aussi, qui peut faire une différence. Mais il faut bien respecter ça. C'est-à-dire que, oui, si vous avez sur un service, je sais pas moi, service communication, vous avez 2 femmes et un homme et que l'homme est plus payé que la femme. Je dis ça parce que c'est plus classique, hein, je suis désolée, messieurs, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. L'homme est payé plus que la femme. Qu'est-ce qui le justifie? Voilà. Et C'est l'auditeur, plutôt dans ce sens-là. pour autant, l'auditeur, il va pas aller. Enfin, si, il peut demander les contrats de travail, c'est ça? Ouais, les Ouais. fiches de poste. Ok. Merci. Compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais j'ajouterais comme point de preuve, c'est aussi quand même quand on fait des candidatures, aujourd'hui, on a tendance dans la présentation, enfin, on met dans la présentation les 2 sexes. Et donc, ça prouve la bonne volonté dans la recherche. Après, en effet, les garçons, ils sont rares. Bon, moi, j'en ai 2. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de candidat, on ne peut pas non plus les inventer, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut pouvoir prouver que qu'est-ce qui justifie qu'il n'y ait pas de garçons, que vous avez fait en sorte que c'était ouvert à tout le monde, Voilà. mais que vous n'avez pas, ça correspondait pas, les compétences ne correspondaient pas, ou peut-être que la proposition salariale lui convenait pas non plus. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, en fait, qui font que vous n'avez pas d'hommes dans votre équipe. Faut que vous puissiez montrer que c'est pas vous qui faites un blocage, en fait. Hein. Que comme vous n'allez pas ne pas recruter une personne noire, par exemple, parce que voilà, ça, il faut pouvoir le démontrer que parmi vos candidatures, si vous avez une personne qui avait
qui n'était pas blanche de peau, pourquoi vous l'avez pas recruté? Si c'est par rapport aux compétences, ça se justifie. C'est pareil pour une personne qui est malade ou une personne qui est obèse ou voilà. Enfin, ça, faut pouvoir, faut que vous puissiez le justifier derrière. Donc, vous ayez aussi des critères, vous, qui font que ça respecte bien la réglementation. Est-ce qu'il y a Moi, j'ai d'autres quand même points? une question par rapport au règlement intérieur. Enfin, on voit de plus en plus de jeunes qui ont des looks voilà, pas toujours appropriés pour être à l'accueil. Et de ce fait-là, donc quand on met simplement bonne présentation ou tenue correcte, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Donc quel est, je dirais, le degré d'exigence qu'on peut avoir par rapport à ça aujourd'hui? Moi, j'ai le problème aussi du port ou non du soutien-gorge, ce genre de choses, ou de l'épilation sous les bras, enfin, ce genre de choses. Aujourd'hui, on le vit comment? Ouais, ah bah alors ça, c'est vrai que j'ai eu le débat il n'y a pas longtemps justement avec un autre office qui se posait exactement la même question. Parce que je leur donnais un exemple. Moi, j'avais eu une fois un saisonnier. Il était venu avec son t-shirt, avec un gros trou dans le t-shirt et le t-shirt taché et tout ça. Il accueillit les gens comme ça. Je lui dis, bah, non, en fait, ça, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas une tenue correcte. Enfin, voilà. Mais jusqu'où on met le point tenue correcte? Bon, une des solutions que vous avez, c'est de fournir les vêtements. C'est là où au moins vous êtes sûr que la tenue, elle sera respectée, quoi. Et c'est pour ça que nous, on l'a mis en place aussi, hein. Ah oui, vous avez eu ce problème-là aussi? Bah, on l'a mis en place pour nous aider à avoir le moins de situations dans ce genre. Ouais. Bah, c'est la meilleure solution en fait, hein, parce que tout le monde n'a pas le même point de vue sur en effet ce qui est Ouais. correct. Après, c'était pas non plus l'unique raison à la mise en place du vestiaire en été, hein. Mais ça permet de régler un certain nombre de sujets qui après viennent un peu polluer d'autres choses qu'on attend en fait des salariés, comme leurs compétences, etc. Parce que ça n'est pas du tout lié en fait. Ouais. Donc au moins ça épure de ces sujets-là, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est un problème récurrent dans les offices de tourisme. Enfin, tout ce qui est métier d'accueil, en fait, hein. On le retrouve beaucoup, mais après, ça peut être de la sensibilisation, hein. C'est une discussion, un échange que vous avez avec les salariés. Et donc, la dernière solution, pour moi, c'est la tenue que vous fournissez, hein. Et encore, il faut que la tenue soit entretenue aussi. Donc, parce que ça, je l'ai vu aussi, des tenues qui n'étaient pas forcément propres. Non, mais c'est de la discussion derrière, hein. Il n'y a pas de Merci en tout cas. solution miracle, hein. Non, non, c'est pas simple. Merci. Vous n'allez pas les passer au G tous les matins avant qu'ils arrivent, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? Juste une précision, vous évoquiez le fait que dans les plannings, il y ait 2 jours de repos consécutifs. Nous, c'est pas forcément la règle, donc nous non plus. C'est pas évident pour les offices de tourisme, mais normalement, c'est 2 jours de repos consécutifs. non, c'est un nombre d'heures entre deux. Voilà. Donc le nombre d'heures, il est respecté, mais ça fait des fois des contrats de petites journées où il y a 6 jours semaine, quoi. Ouais. Là, c'est le casse-tête, hein. Ça, c'est un vrai casse-tête, les plannings en haute saison. Ouais, ça, je vous l'accorde. Mais voilà, faites attention sur cette partie-là. Le repos est super important pour le salarié, mais hein. on est bien d'accord que c'est un nombre d'heures entre la fin entre 2 jours de travail, quoi, sur une semaine. Vous avez le droit du travail qui vous parle d'un nombre d'heures, ouais, et vous avez la convention collective qui vous parle de jours. Ouais, mais moi, je suis pas en convention collective de tourisme. Ok. Vous êtes sous quel statut, vous? On est en régie. Vous êtes en régie. Ouais. Aline, je suis comme toi, je suis exactement comme toi, je suis en régie et on n'a pas les 2 jours de repos. C'est au moins, le Code du travail dit 1 jour de repos au moins par semaine, 6 jours maximum par semaine et 24 heures entre 2 jours de travail, quoi. Enfin, pour le repos, vous voyez.
Oui, On non, a bon, 24 heures entre chaque jour de travail, parce que sinon, on ça passe respecte beaucoup. le droit du travail, mais c'est sûr qu'il y a Voilà. pas de, sur les saisonniers, on n'a pas de jour forcément de repos consécutif, quoi. Et oui, vous êtes en régie, ouais. Donc vos salariés, ils ne sont pas en droit privé. Non. C'est pour ça. Ah, sinon, c'est le casse-tête, hein, les plannings, ça je vous le confirme, ouais. De pouvoir mettre ces 2 jours consécutifs quand on a une petite équipe, par exemple, et qu'il faut pouvoir être sur plusieurs bureaux, etc. Ouais, ça peut être assez compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie qui est beaucoup réglementaire, hein, mais bon. Est-ce que vous pensez être tous à peu près dans les clous? Ouais. Bah, en fait, ce qui est surprenant à écouter tout le monde, c'est que dans les pratiques, on se rend même pas compte que ça répond à des critères finalement, alors qu'on le fait de manière assez naturelle Bah, pour les équipes. parce que la convention collective ou même ADN Tourisme vous a, enfin, avant Fédération, vous a amené aussi vers ça en fait. Il y a eu une évolution de la gestion du temps. Il y a eu pas mal d'échanges par rapport à cette partie-là. Il y a eu des pratiques qui ont été mises en place. Voilà, donc du coup, ça a amené petit à petit à ce que ce soit fait un petit peu partout. C'est pour ça que vous avez déjà des choses qui sont mises en place, en effet. Maintenant, il y a ces critères-là dans le label Destination d'excellence parce que ça touche tous les types d'activités liées au tourisme et que certains n'ont pas cette convention et n'ont pas cette réglementation et ne l'appliquent pas forcément non plus. Donc, ils ont moins d'avantages que vous pourriez avoir en office de tourisme. Il faut un peu les pousser vers ça finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais vous, oui, vous avez vu, hein, quand on a fait le tour là de savoir quels avantages vous avez, vous en offrez déjà pas mal. Après, vous faites peut-être pas tous la même chose, mais vous pouvez au moins, du coup, prendre connaissance de ce que font les autres pour avoir des idées, de mettre en place des nouvelles choses. Par exemple, le congé gynécologique, que je vois qu'il n'y a qu'un seul office, c'est très bien qu'il y en ait un qui le fasse. Ça doit être l'un des seuls qui va peut-être le mettre en place en France. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, pas à ma connaissance, mais peut-être. C'est pareil, la semaine des 4 jours, par exemple 4 jours de travail, je sais qu'il y a l'Office de tourisme du Sancy qui est en train de le mettre en place. Ça, vous ne me l'avez pas cité, mais ça fait partie aussi des avantages qui pourraient être mis en place au sein d'un office. Voilà. Donc, il peut y en avoir d'autres. C'est pas parce que vous avez ceux-là qui sont acquis qu'il ne faut pas aussi en chercher d'autres. Vous pouvez faire une évolution vers d'autres choses. Juste une question de détail. Lorsqu'on parle de politique d'insertion, l'accueil des stagiaires, ça en fait partie? Oui, ça en fait partie, ouais. Stagiaires, alternants, donc personnes éloignées de l'emploi pour X raisons, personnes en situation de handicap, voilà. Tout ça, ça en fait partie, ouais. Bien noté. Oui, si vous prenez régulièrement des stagiaires ou si vous avez par exemple un partenariat avec une école de tourisme ou de communication ou d'autres, faut le noter aussi dans vos documents, hein. Par exemple, dans l'attestation, vous pouvez le mettre. On travaille ou on accueille tant de stagiaires ou tant d'alternants chaque année en collaboration avec telle école ou tel établissement, telle université. Voilà. Vous pouvez le mettre dessus, ouais. J'avais une question aussi. Si c'est noté dans la convention collective, est-ce qu'il faut aussi quand même le rédiger dans l'attestation? Par exemple, pour les 2 jours consécutifs, nous, c'est dans notre convention collective. On le respecte. Est-ce qu'on doit aussi le rédiger dans le Enfin, vous n'êtes pas nouvel obligé parce que arrivant? vous devez normalement respecter cette convention collective par Oui, défaut. Donc, mettez plutôt ce que vous faites en plus. d'accord, Après, ok. si vous voulez faire une ligne en gros supplémentaire dans votre attestation, vous mettez bien que vous respectez la convention selon la convention collective. Mhm. Voilà. Mais non, faites plutôt ce qu'il y a en supplément. D'accord. C'est mieux. Puisque de toute façon, oui, à la base, vous devez la respecter, cette convention collective.
Il y a pas d'autres, il y a d'autres questions sur certains points? Non. Est-ce que, donc par rapport à la formation sur les postures au travail, tout ce qui est gestes au travail, etc., est-ce que OTN, là, vous avez des connaissances de formation particulières? Non, pas forcément. Sur le droit du travail, tu dis, Marie? Non, sur les gestes et postures au travail. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la médecine du travail, elle prévoit ça, Oui, des temps de conseil. Ça fait Moi, partie je du peux droit. intervenir parce qu'ils sont venus chez nous visiter tous nos bureaux, en fait. D'accord. On a une collègue qui se plaignait, en effet, d'une douleur. Et en fait, dans la foulée, ils ont fait le tour des 3 OT. Et suite à ça, tout le personnel n'était pas là, mais ils ont conseillé en direct certains. Bon, nous, on a du matériel à dispo, mais il n'est pas toujours utilisé par le personnel. Mais en tout cas, il est là. Et de ce fait-là, ils m'ont aussi laissé des petits livrets voilà, voilà, adaptés sur justement comment on doit se tenir, etc., les équipements. Et après, moi, je les ai fait circuler dans les outils de communication interne, en fait, pour que tout le monde en fasse lecture. Très bien. Ouais. On a eu la même chose aussi à Granville, où on a eu la médecine du travail qui est venue l'année dernière, et également la collectivité. On a un agent donc spécialisé sur la sécurité au travail, et donc qui vient tous les ans en fait faire une petite piqûre de rappel à chaque salarié. Ok. Et alors ça, vous le faites avec les salariés, que les salariés permanents, ou vous le faites aussi auprès des saisonniers ou alternants ou stagiaires? Comment vous faites? En fait, les saisonniers, à chaque fois, ça déclenche aussi une visite en distanciel de médecine du travail, en fait. Ok. Donc, ils sont quand même suivis, oui. À la Oui, limite, ils sont presque plus suivis parce que c'est activé automatiquement quand voilà, il y a la DSN, je crois. Et de ce fait-là, ils sont presque mieux suivis que les gens qui sont en poste depuis longtemps. Ok. Céline, qui voulait dire quelque chose, je crois. Non, enfin, je voulais dire ce que disait Nathalie, c'est qu'en fait, à chaque nouvelle embauche de saisonnier, parce que moi, les miens sont convoqués en ce moment, systématiquement, il y a une convocation à suivre un webinaire obligatoire qui remplace en fait l'ancienne visite médicale d'embauche. Et dans ce webinaire, pour l'avoir suivi avec eux une fois, c'est vraiment les postures, le port de charge, on est vraiment sur tous les risques liés au métier de l'accueil. Et donc, ils sont tous convoqués et c'est une obligation pour nous qu'ils aient suivi cette visio. Donc ça, notez-le quand même dans vos Ouais. documents, hein, notez-le bien, cette partie-là. Et si vous avez donc des livrets, là par exemple, qui ont été remis par la médecine du travail, comment est-ce qu'ils sont diffusés, etc. Ça faut pouvoir le préciser aussi, comment ils sont mis à disposition de tout le monde. Est-ce que vous le reprenez dans le livret d'accueil, par exemple? Est-ce que vous faites référence dans le livret d'accueil, ce genre de choses? Moi, je reviens sur les 2 jours consécutifs. Il me semble, dans notre office de tourisme, on avait signé un document qui est un avenant du règlement intérieur qui disait qu'on acceptait de ne pas travailler, de ne pas avoir ces 2 jours de repos. Vous avez fait un accord? On avait fait un accord, oui, Ouais. exactement. Et ça se passe bien? Enfin, tout le monde l'accepte bien? Il n'y a pas de... Du coup, Bah oui, parce que c'était même les agents d'accueil qui estimaient que c'était plus facile pour eux sur la gestion du temps de travail au quotidien, au niveau de la gestion des plannings, ça simplifiait les choses. Et ils préfèrent, même quitte à avoir 3 jours d'affilée certaines semaines, mais du coup, travailler 6 jours et reprendre 6 jours après, ça pouvait passer. Mm. Alors, si vous avez en effet un accord, quelque chose d'écrit, validé par tout le monde, voilà, que tout le monde a accepté, oui, ça, bien sûr, vous pouvez le faire. Il faut bien le notifier. Ça aussi, si l'auditeur vous demande des documents, il faudra bien le préciser avec, enfin, le remettre avec, hein. Avec Nous, je c'est sais. un accord au règlement intérieur, lié au règlement intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, il faudra bien le mettre avec, ouais. Ok.
Oui, pardon, j'interviens. Je voulais dire que nous, on a déjà mis en place le système des 2 jours consécutifs depuis plusieurs années. Et honnêtement, tout le monde s'y retrouve parce que nous, les saisonniers qu'on a, par exemple, il y en a, ils ont choisi notre office parce qu'on a 2 jours consécutifs. Et là, pour preuve, ça fait 3 ans qu'on a les mêmes saisonniers parce qu'ils sont super contents. Nous aussi, à l'accueil, on est super contents. C'est vrai qu'au global, il faut reconnaître que ça a un intérêt sur le long terme pour tout le monde, quoi. Bah, au niveau fatigue, c'est sûr que ça se ressent, hein. Enfin, n'importe qui va faire 6 ou même 7 jours ou 10 jours de travail consécutifs, on va le ressentir, hein. Sur le travail en lui-même, hein, sur la qualité du travail notamment. Donc, c'est pour ça, entre autres, que c'est bien noté. Et que du coup, les auditeurs vont faire aussi attention à cette partie-là parce que, bah, comme je vous dis, la qualité du travail, elle est impactée de toute façon sur le temps imposé de travail. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou partagez quelque chose que vous faites, que vous vouliez partager sur la partie sociale? Ou en lien avec la discrimination, par exemple, ou si vous faites des choses en particulier? Non? Donc, il n'y avait pas dans le chat, non, il n'y avait pas d'éléments. Le chat. C'est une partie du référentiel qui vous semble assez simple à compléter, à répondre? C'est plutôt rassurant. Quand on met les choses en effet noir sur blanc, parce qu'en effet, on n'y pense pas dans le quotidien. Donc, merci en tout cas. Bah, sur la partie sociale, de toute manière, vous travaillez dans un milieu entouré d'humains, c'est des humains qui font la valeur ajoutée, etc. Donc, obligatoirement, vous êtes hyper impacté. Après, il faut savoir que ce sont des critères bonus dans le référentiel, mais là, vous pouvez les avoir tous, en fait, ces bonus-là, hein. Si vous faites bien, enfin, vous mettez bien tout au clair et que vous vous posez pour pouvoir bien réfléchir à ce que vous mettez en place, il n'y aura pas de souci par rapport à ces critères-là. Moi, je demandais juste le côté pratique, si par rapport au référentiel qui a été mis à jour, on a une version Word ou Excel du référentiel pour pouvoir travailler plus facilement, je trouve. Ouais, ça a été transmis par ADN Tourisme, mais tu as peut-être raté l'info. On va Sans vous doute, l'envoyer. oui. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, tu vas voir, c'est assez complet. Il y a plusieurs onglets et ça vous permet d'avoir la possibilité de faire une auto-évaluation sur chacun des critères, mais également de déclencher aussi le plan d'action, avoir un suivi aussi des actions que vous souhaitez mener. Donc, ouais, on va vous renvoyer ça. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres points, on va terminer du coup. On va vous donner rendez-vous pour le 6 mai à 9h30 pour la suite du volet social et sociétal. Et là, on va parler de la communication interne, du climat social et un petit point sur la qualité de vie au travail. Comme ça, on aura bouclé la partie sociale et sociétale. Donc, on finira sur les autres critères qui sont sur le volet social du référentiel. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci Marie. Merci, à bientôt. Merci, Bonne journée. bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.